Donc c'est l'Open Access Week cette semaine, c'est la semaine internationale dédiée à l'accès libre aux publications scientifiques. Donc c'est la 7e édition cette année. Et il se passe plusieurs événements dans toutes les grandes villes d'Europe et du monde. Et il ne se passe rien à Lausanne, donc voilà. C'était l'occasion de faire quelque chose. Donc je vais vous présenter un petit peu, vous introduire un petit peu les concepts de base d'Open Access. Pourquoi il y a une Open Access Week. Ensuite, on aura une présentation de Isabelle Decanel, qui est donc la responsable de la bibliothèque biomédicale du CHUV et la présidente de la CODUL. Et puis, nous aurons une présentation de Frédéric Schultz, qui est statisticien au SIB et membre de wikimedia.ch. Et puis, enfin, Sylvie Vuliou-Marcassi, qui est chargée de formation à la Scientific Information School, qui va un petit peu nous exposer plutôt les controverses autour de l'Open Access, pour finir. Voilà, donc l'Open Access, c'est quoi? C'est donc le libre accès à la formation scientifique. L'information scientifique qui est financée, donc la recherche est financée par vos impôts. Donc c'est un retour sur investisseur, en gros. Vous financez la recherche et la recherche produit des articles qui ne sont pas accessibles au grand public. Donc c'est valoriser leur accès pour diffuser la connaissance, la fiabilité de l'information scientifique et donc favoriser... je vais passer à la deuxième slide. Donc voilà. Donc validité, diffusion, réutilisation des données, des vraies données. Donc partager... pourquoi partager? Donc pour être plus lu, pour être donc plus cité, et enfin d'abord pour collaborer, pour diffuser, et pour être cité, pour avoir de nouveaux financements, pour pouvoir poursuivre la recherche sur votre sujet ou sur un autre sujet à partir de vos financements. Ensuite, c'est également pour favoriser l'interdisciplinarité, parce que vous pouvez avoir accès à l'information de votre discipline, donc par exemple les mathématiques, et pas du tout avoir accès aux journaux de biologie, biologie, différents types de biologie, ou de littérature, etc. Donc favoriser l'interaction, l'interdisciplinarité, comme on peut faire dans ce type de lieu d'ailleurs, tel que l'aquarium, ou des biohackerspace, des Fab Labs, etc. Également pour favoriser l'interaction entre différents profils. Donc pour des étudiants ou pour des chercheurs académiques, ils ne se rendent pas compte que s'ils sortent de s'ils ont fini leur master et qu'ils abandonnent ou leur thèse et qu'ils abandonnent complètement les études, ils n'auront plus accès aux journaux avec leur petit code qui leur permet d'avoir accès à tout. Et à ce moment-là, ils se rendent compte à quel point c'est important à quel point l'information n'est pas libre et à quel point l'open access est une vraie nécessité. Donc là, typiquement, c'est deux petits flyers qui ont été faits par la communauté Hacker PhD. Donc, prenant l'exemple d'un biohacker et d'une journaliste qui veut simplement vérifier la source de son information. Donc aussi, l'open access, c'est aussi avoir accès à exactement l'article source pour quand on écrit un papier dans un journal, même si c'est un grand journal, je veux dire de vulgarisation, donc le Nouvel Observateur, je sais pas, les journaux en Suisse, Le Monde, etc. Pouvoir aller chercher la source de son information et donc pas juste essayer de valider un buzz médiatique qui se transmet de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Donc voilà. Donc l'open access, il y en a, donc là je vais poser les bases, il y en a deux types. Il y a la voie verte et la voie dorée. Donc la voie verte, c'est ce qu'on appelle les archives ouvertes, qui ont été initiées en 91 par Archive pour la physique, donc à Cornell, où c'est une archive où vous déposez vos préprints, vos versions juste avant la publication par la review.
Et en France, il y a eu dans les années 2000 l'initiative de HAL, donc Hyper Article en ligne, qui est donc une grosse plateforme qui centralise des papiers. Et donc l'autre versant, c'est la voie dorée, donc la voie gold. Donc là, c'est le système auteur-payeur. Donc en fait, vous payez pour être en open access. Ça paraît idiot, mais c'est ce qui se passe globalement actuellement. Et comme on l'a dit ce midi, c'est un peu détourner le problème, puisque au final, les universités sont amenées à payer des abonnements aux grands journaux, qui se sont dit, il y a un filon en gros, puisque open access, ça sonne bien. Tout le monde est en train de vouloir faire de l'open access. Donc du coup, nous, on va ouvrir notre journal open access, mais les scientifiques, ou les universités, les institutions dont ils dépendent, devront nous payer un abonnement pour pouvoir être libres. Donc un exemple, PLOS par exemple. Et quelques mots sur les revues Predator, donc les Predator Review. Exactement il y a un an, en octobre 2013, il y a eu un buzz autour de ça, d'un journaliste de Science qui a tenté de publier un article sur le cancer et l'effet d'une algue sur le cancer. Il a soumis un grand nombre de journaux open access et la moitié de ces journaux l'ont accepté, alors que c'était complètement faux. Et là, bien sûr, il a dit, voilà, l'open access c'est mal, si vous voulez lire de la vraie science, il ne faut pas lire les journaux open access, etc. Donc, énorme buzz, mais il n'a pas spécifié qu'il y en a quand même la moitié qui ne l'ont pas accepté, et que ceux qui l'ont accepté, c'est typiquement les Predator Review, c'est-à-dire toutes ces nouvelles maisons d'édition qui se sont dit, encore une fois, ici, on peut se faire un petit peu d'argent, qui inondent les chercheurs de mails pour leur demander de publier chez eux, mais qui n'ont pas ou peu de peer review. Donc, le scientifique est jugé par ses pairs, donc ce qu'on appelle le peer reviewing, et c'est un gage de qualité. Et d'ailleurs, je vais préciser là-dessus, les maisons d'édition, elles font quoi au final? Vous financez la recherche avec vos impôts, donc le public finance la recherche, donc après le chercheur va vouloir publier, il doit payer pour publier, et ensuite il n'y a pas d'accès à l'information par le grand public, sachant que la maison d'édition elle fait rien. Avant, au tout début, il y avait un sens à avoir un coût à la publication scientifique, puisqu'il y avait les versions papier, et principalement, il n'y avait pas le web. Maintenant, tout est numérisé et les prix, au lieu de décroître, ils ont augmenté massivement, ce qui est complètement aberrant. Voilà, donc j'ai listé quelques initiatives en bas, les majeures. Donc en 93, le CERN, en 2001, donc HAL en France, BOAI, donc Budapest Open Access Initiative en 2002. Et donc la position de la Suisse sera expliquée par la suite par Isabelle. Donc voilà, continuer. Donc ensuite il y a une orientation différente en fonction des disciplines. Donc typiquement les mathématiques ou la physique ont toujours été plus open access que open access, on s'entend encore, vous avez bien compris, il y a green et gold, donc on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Mais que la biologie, que les SHS, sciences humaines et sociales. Donc voilà, donc là c'est juste un petit slide pour illustrer ça. Et donc oui, je vais finir par ça. Le problème, c'est que quand on explique ça aux scientifiques, aux chercheurs, ils nous disent oui, on veut bien faire de l'open access, effectivement, ça semble bien, mais c'est là le mais, je veux garder mon impact factor. En gros, le scientifique est jugé sur la quantité de publications, donc sur ce qu'on appelle le publisher perish, et sur le type de journaux dans lequel il publie. Donc les journaux sont classés par impact factor, par facteur d'impact, et typiquement Science et Nature sont tout en haut, ont les meilleurs impact factors, donc on ne peut pas les boycotter.
puisque les scientifiques vont vous dire on ne peut pas les boycotter, puisque je vais être jugée là-dessus, je ne vais pas vouloir publier dans votre petit journal qui est peut-être de très bonne qualité, mais qui n'a pas mon impact factor, puisque moi, si je veux avoir mon prochain financement, il faut que j'ai fait suffisamment de publications dans des journaux suffisamment cotés, en impact factor, pour avoir mes financements, ou pour tout simplement avoir une vie après ma thèse, ou être pris en second postdoc, ou avoir un emploi un jour si vous êtes en France. Voilà. Donc, de nouvelles voies se créent en ce moment, enfin se réfléchissent, j'irai pas jusque-là, pour contrer, entre guillemets, le publisher perish, et pour contrer cette abondance de quantité au profit de la qualité. Vu que les chercheurs publient, mais ne font plus vraiment de la science. Ils font... ce que je disais ce midi, c'est que si on veut faire chercheur, si on veut faire de la science, il faut simplement être boulangère la journée et le soir venir dans des hackerspace pour faire vraiment de la science, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette pression à la publication, il n'y a pas toute cette pression administrative où on passe sa vie au final à répondre à des appels à financement. Sachant qu'on veut juste avoir cet appel à financement, avoir notre bourse. Donc du coup, avoir notre renouvellement de bourse, si c'est un renouvellement. Donc il faut qu'on fasse un projet sexy sur la dernière technique à la mode, donc je sais pas moi, l'optogénétique. Et si par exemple on veut juste réanalyser ces données, avoir de l'argent pour payer un postdoc qui va réanalyser les données, c'est pas du tout sexy pour répondre à un appel à projet. Donc voilà, de nouvelles façons de juger la recherche, plus adaptées au web, plus adaptées aux nouvelles façons de travailler. Par exemple, là j'ai mis des bribes d'idées, le nombre de vues par page, et une qui paraît quand même assez intéressante, c'est le partage des données brutes, parce que ça encourage la validité de la recherche. Pourquoi? Donc typiquement les chercheurs vont vous dire l'open data oui mais non, parce que en gros une fois j'ai fait une conférence là-dessus et il y a quelqu'un qui a posé une question à la fin, c'était à Montréal. Il m'a demandé oui mais du coup ça veut dire que tout doit être juste? Bah oui, c'est un petit peu idiot, c'est pas grave, parce qu'en vrai les chercheurs c'est ça, ils doivent faire sortir des résultats pour pouvoir survivre. Donc, ils sont un peu sceptiques à partager leurs données. Bon, donc ça c'est un chercheur qui partage ses données brutes, c'est une preuve de fiabilité. Donc le nombre de partages sur les réseaux sociaux, le peer reviewing post-print, donc avoir un jugement de la publication au long terme, pas simplement juger le chercheur sur la publication qu'il a fait en 2002, l'impact de cette publication en 2010, peut-être qu'à ce moment-là, avec l'avancement dans une autre discipline, ou je ne sais pas, cette publication sera à la source d'une découverte, ou même pas d'une découverte, simplement d'une grande avancée. Et pourtant, il n'a pas du tout été reconnu à l'époque. Encourager le post-print, aussi le post-print par tous les milieux, pas juste des chercheurs qui le jugent au long terme, que le citoyen lambda puisse donner son avis. Donc voilà, je pense que c'est tout. Voilà, ce sera ma conclusion. La recherche, c'est pas la concurrence. Voilà. Et puis je vais donner la parole à Isabelle. Oui. Ça englobe aussi une réflexion sur la difficulté actuelle de publier. Et c'est toujours plus compliqué de publier, c'est plus difficile d'être accepté. Il y a un pourcentage très faible d'articles par revue qui est accepté. Et en fait, finalement, quand on écrit un article, on passe 80% presque du temps à essayer de formater l'article pour qu'il réponde aux critères du journal, au nombre de mots. C'est ça, vous faites plus de science en fait. Machin et au truc. Donc, est-ce qu'il y a aussi une réflexion pour avoir des publications peut-être plus souples, où c'est vraiment le contenu qui compte plus que la forme? Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il est toujours possible aujourd'hui de publier. Pardon.
il est toujours possible de publier. Il existe actuellement une pratique, quand on se fait refuser dans un journal, on essaye un autre. Et il y a tellement de journaux, de toute façon, il y a une augmentation du nombre de journaux actuellement dans le monde de la publication scientifique, et forcément qu'on finisse par se faire accepter. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc on peut, il y a même, dernièrement, il y a un gars qui n'a jamais publié, un Indien, il s'est dit, je vais avoir un article peer review, ça va me servir, il a écrit un poème, ça a passé du peer review scientifique, il a été publié. C'est authentique, ça vient de sortir. Donc on peut publier tout et n'importe quoi dans des journaux peer review qui en portent le nom, on va dire comme ça. Maintenant, dans les grandes, soi-disant les grandes revues, on peut toujours aussi publier quand on a déjà un nom. Même si on fait de la recherche qui est extrêmement mauvaise, tout passe. Parce que les gens n'ont pas le temps de lire, ils se disent « Ah, c'est Tartampion », et paf, ça passe. Donc, ça c'est le principe de Peter. Hein. On atteint un niveau, et puis après, on stagne, et puis on descend, mais dans le domaine de la publication, on ne descend jamais. Donc vous pouvez, tu peux publier tout ce que tu veux. Donc en fait, la difficulté, elle est au début. Elle est quand on est jeune, quand on n'a pas de carrière, quand on n'a pas de nom, quand on n'est pas appuyé par des grands noms. Je vous rappelle aussi qu'il y a le problème du cooptage de l'auteur par complaisance. Si tu veux publier rapidement, tu te maques avec un grand type, bien ou pas bien, on s'en fout, un grand nom, tu as ton nom sur la publi, ça passe. Donc tout ça, c'est le gros paradoxe. Ça paraît très difficile de publier, mais parce qu'apparemment, tu as une éthique. Tu essayes quand même de publier quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est bon, mais le problème c'est que tu n'as pas encore les passe-droits, tu n'es pas encore dans le milieu, etc. Et là, en fait, la difficulté, c'est le formatage. Effectivement, il faut tant de mots, tant de mots, tant de mots. Par exemple, pour matériel et méthode, on en sait quelque chose avec Isabelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent à l'open access, c'est aussi une nouvelle façon d'écrire des articles où, au lieu de mettre succinctement quelque chose, un petit résumé du matériel et méthode, on écrit tout. Parce que le numérique, parce que le web le permet. On n'est plus dans le print, où on devait tout raccourcir. Et aujourd'hui, il y a des demandes de reporting complet par certains journaux. Ça commence. Donc là, on n'est plus, le problème, c'est plus d'avoir 255 mots maximum pour matériel et méthode, c'est de tout mettre dans une exhaustivité pour essayer d'atteindre la reproductibilité par une autre personne, par exemple. Donc il y a tout qui change. Toute la difficulté, elle vient... je sélectionne un journal sur quel critère, pour qui, est-ce que j'ai un nom, etc. Donc des fois c'est plus facile, des fois c'est moins dur. Enfin, il n'y a pas de règle en fait, c'est la jungle. Et puis après, évidemment que les reviewers, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent vous embêter, ils vous le feront payer. Il n'y a pas de recette. Dans l'enveloppe de tout ce que vous dites, micro. Le désir de... Micro. Dans l'enveloppe de ce que vous dites, j'ai l'impression que vous essayez d'introduire, et je trouve que c'est très bien, le big data dans la science. Avec tous les bénéfices qu'on peut en attendre en faisant des analyses de cross-domaine, tout ça. C'est un point de départ, mais dans 20 ans, si toutes les données étaient disponibles, on pourrait faire du big data dans le domaine scientifique. Oui, mais après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être extrêmement fructueux. Et actuellement, les domaines sont séparés. Non, la seule chose que je voulais préciser, oui, c'est que quand on lit une publication aujourd'hui, typiquement, on veut s'informer sur un sujet, on commence à taper dans Google ou dans PubMed quelques mots, et on tombe sur des tas de papiers. Et donc là, on commence à lire les abstracts, on dit « Ah, celui-là, il est pas mal, celui-là, il est pas mal ». Après, vous lisez la partie méthode, et puis en fait, vous triez. Parce que là, il a fait passer son papier, là, c'est intéressant. Là, il a fait passer son papier, là, c'est intéressant. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut vraiment trier les papiers, parce que 2 tiers valent pas le coup, quoi. 2 tiers sont passés, mais même des bons journaux, hein. Typiquement, comme Sylvie le disait, hein, c'était en neurosciences cognitives, ça va être Dehaene. C'était un nom connu. Un nom connu, donc le peer reviewing a été
pas bâclé, mais si. Et le journal s'est dit, bon bah c'est X, c'est bien pour nous aussi. Donc, et puis vous, l'étudiant ou la personne en thèse ou postdoc ou le chercheur, il se dit, oh c'est un science, et en plus c'est X. Bon bah c'est bon quoi, enfin je veux dire, je le cite tout de suite dans mon introduction, c'est génial, alors que c'est n'importe quoi.